Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais évoquer un événement dont on célèbre le 50e anniversaire. Les événements de Chalvet en février 1974, chantés par Colobarst. Je vous présenterai ce sujet en deux parties, dont la première concerne le contexte social et politique dans lequel se déroulent les grèves de février 1974. Ces événements s'inscrivent dans une période d'intenses revendications sociales et politiques. Remplaçant les plantations de canne à sucre, la culture de la banane et dans une moindre mesure celle de l'ananas se développe très rapidement, notamment dans le Nord-Atlantique. Les conditions de travail et de rémunération des ouvriers agricoles y sont très dures. Les grèves étaient fréquentes, la répression aussi. Quelle était la situation des ouvriers agricoles, de la banane et plus particulièrement des femmes? Je vais vous parler de Caroline, jeune ouvrière agricole de 28 ans, quelque part entre le Lorrain et le Macouba. Bien sûr, Caroline est un nom d'emprunt, mais ce que je vais vous décrire est, hélas, bien réel. Caroline, 28 ans, en paraît 15 de plus. Si elle garde la force de sourire, son regard trahit la maladie et l'épuisement. Elle s'efface devant l'encadrement de sa porte, écarte le rideau. Un lit double, une table basse, 2 fauteuils, usés. C'est tout. Dans la pénombre, contre mur, quelques ustensiles de cuisine. La pièce où elle vit mesure 4 mètres sur 3. Le logement type des ouvriers de la banane à cette époque. Caroline s'y sert avec sa fille et son jeune garçon. Le toit de tôle, mangé par la rouille, est par endroits ouvert à la pluie. Il n'y a pas de robinet dans le logement et pas de commodité non plus. Les eaux usées et les eaux grasses s'évacuent dans la nature. Caroline s'efforce d'assurer la subsistance et la survie de ses enfants en cultivant un petit jardin loué d'ailleurs. C'est la double peine. Mère célibataire, harassée par le travail, elle n'a pour cultiver sa petite parcelle que le dimanche, l'unique jour de repos. Car si l'ouvrier agricole de la banane gagne peu, il travaille en revanche beaucoup pour fournir le marché français, principal débouché des bananes exportées. 6 jours par semaine, 48 semaines par an. Il se lève vers 4 heures du matin. Le travail commence à 6 heures et s'achève vers 17 ou 18 heures. Mais il n'est pas rare qu'il reste jusqu'à 22 heures lors des pointes de la demande. La paye se fait le samedi après-midi. Le salaire n'est pas calculé sur une base horaire, mais en fonction de la tâche fixée par la direction. Si le quota n'est pas atteint, cela donne lieu à des retenues. La clémence des supérieurs se négocie sur ce sujet comme sur tout le reste, particulièrement à l'endroit des femmes. Je suppose que vous voyez ce que je veux dire. Le SMIC est de 35 francs 46 centimes, soit un peu plus de 5
5,41 €. Il est valable uniquement dans le commerce et l'industrie. Mais dans l'agriculture, il y a le SMAG, pour salaire minimum agricole garanti. Et c'est 25 francs 50, 3,88 € si vous préférez. C'est 10 francs de moins, ou si vous préférez 1,53 € de moins que le SMIC. Mais c'est surtout 30% de moins pour exercer un métier pénible dans des conditions très dures, parfois épouvantables. D'autant que les problèmes de santé viennent souvent réduire le nombre d'heures effectuées. Sur place, dans les exploitations agricoles, la protection des travailleurs laisse fort à désirer. L'utilisation de pesticides, Mocap, Nemacur, Kepon, tous ancêtres de la chlordécone, est systématique. L'épandage aérien de fongicides reste pratiqué au moment où les ouvriers sont dans les champs. La fourniture d'équipements de protection, pourtant obligatoire, n'est pas systématique. À l'unité de conditionnement où sont traitées les bananes avant d'être encartonnées, les femmes passent la journée les mains dans des bains d'eau chlorée, le plus souvent sans gants, sauf lorsque des visites d'inspection sont réalisées, mais elles sont annoncées à l'avance. Officiellement, la liberté syndicale existe, mais rien n'est plus facile que d'écarter un gêneur ou un contestataire lors de l'embauche. Du côté des maires des communes, la plupart du temps conseillers généraux, il n'y a rien à espérer puisque tous les maires du Nord-Atlantique, à l'exception du communiste Sévère Serlan, sont de droite. Même quand l'un se prétend socialiste, ils sont du côté du pouvoir. André Forestal à Grand-Rivière, Marcel Bédouin à Basse-Pointe, Joseph Pernoc au Lorrain, Michel Renard au Marigot. D'ailleurs, tout a été fait à l'époque par l'État et la majorité du Conseil général dirigé par Émile Maurice pour mettre des bâtons dans les roues de Sévère Serlan, le maire du Macouba. L'objectif est atteint lors de l'élection de Sainte-Rose-Caquin, salarié du Conseil général et poulain de Michel Renard. Mais voyez comme le temps passe. Le maire d'au moins une commune du Nord-Atlantique qui aujourd'hui participe aux manifestations organisées à l'occasion du 50e anniversaire de Chalvet par Cap-Nord était membre du conseil municipal de Michel Renard, exerçant même des fonctions d'adjoint au maire. Que ne disait-il à l'époque? D'ailleurs, le silence fait autour de la position des élus de 1974, dont les noms ne sont même pas évoqués, est une des nombreuses bizarreries que l'on peut constater de la part de ceux qui, aujourd'hui, tiennent le crachoir en exhibant parfois une arrestation ou quelques jours de prison comme au fait d'armes. Il en est de même des médias officiels. France Antilles, je veux dire France Menti, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque. Et aussi de France Région 3, FR3 surnommé France 0, FR0, tellement c'était nul. La télévision officielle installée du côté de Didier à Clairières, où quelque temps plus tard, un manifestant
Félix Wolotte, fut blessé à l'aine par un coup de rasoir porté par le brigadier Benoît Josmar. Mais c'est à croire que les élus d'hier se sont rachetés une virginité aujourd'hui, alors que certains de ceux qui sont actuellement en place étaient le poulain de ceux d'hier et sont donc leurs héritiers. Qu'il s'agisse des maires et des conseillers généraux, à l'exception de Fort-de-France, du Lamentin, du Saint-Esprit, du Morne-Rouge, du Macouba, et à partir de 1971, du François, de Rivière-Pilote, d'Ajoupa-Bouillon, de Rivière-Salée, de Ducos, soit au total 9 communes sur 34, tous les autres, sans exception, soutenaient, rachaient, coupaient le gouvernement, le patronat et la répression des gardes mobiles et condamnaient toute grève. Ce soulèvement social agricole ne peut non plus être séparé des mouvements revendicatifs généralisés depuis plusieurs années. Comme le note Gilbert Pagot, historien, spécialiste de l'histoire de la Caraïbe et de l'histoire des femmes et du féminisme, dans les colonnes du quotidien du Parti communiste français, L'Humanité. En premier lieu, depuis 3 ans, des secteurs nouveaux, comme les salariés des banques ou de la sécurité sociale, vécus jusque-là comme des privilégiés, avaient rallié les luttes des milieux ouvriers. En second lieu, en fin d'année 73, les personnels du quotidien France Antilles réagissent fermement au monopole du groupe Persan, celui-ci employant toutes les armes patronales, lock-out, licenciement, embauche de jeunes, intervention agressive d'hommes de main, etc. En troisième lieu, le mouvement ouvrier traditionnel, avec les dockers, les ouvriers du bâtiment, les électriciens de la SPEDEM, futur EDF, les employés du commerce, en grande majorité des femmes, les ouvriers de la métallurgie et ceux des dernières usines sucrières ne cessent de se mobiliser. Ils appellent en intersyndical et en plusieurs fois à la grève générale. Ensuite, et en dernier lieu, à ses côtés, un mouvement lycéen émerge et tient la rue, en cohabitation avec les syndicats enseignants et ceux d'autres organismes du secteur public. C'est que par ces temps de dur chômage, liés au premier choc pétrolier, on relève une inflation à 2 chiffres, un SMIC et des allocations familiales beaucoup plus faibles qu'en France, un SMAG réducteur des revenus des salariés agricoles. Tout cela s'ajoute comme des facteurs aggravant la situation. Enfin, le contexte politique, avec l'ordonnance du 15 octobre 60, qui a frappé 4 fonctionnaires communistes, Armand Nicolas, Guy Dufont, Georges Mauvois, Walter Guiteau, exclus de leur emploi pour ne pas avoir obéi au préfet en acceptant une mutation d'office en France, est dans toutes les têtes. À cela, il faut ajouter les enquêtes administratives et policières sur les diplômés revenant de France quand ils demandent des emplois, tant publics que dans les groupes privés. De nombreux éléments nourrissent le mécontentement. Le monde des campagnes n'est absolument pas séparé de toute cette atmosphère, car il vient de subir, en moins de 20 ans, une brutale mutation. Désormais, les ouvriers de la canne ne forment plus la cohorte des salariés agricoles. Leurs effectifs ont considérablement baissé à la suite de la terrible crise mondiale du sucre et des fermetures de 13 des 17 centrales sucrières
et de dizaines de distilleries rhumbières. La nouveauté de cette lutte agricole vient de ce que les ouvriers et les ouvrières sont d'abord ceux de la banane. Outre les questions touchant au salaire et rémunération, passer de 25 francs à 35 francs, redéfinir les tâches, payer sans retard les congés payés, il est posé la question du refus des licenciements, des conditions de travail, des droits syndicaux et, bien entendu, la mise en cause des pesticides mocap, némacure, képone, tous ancêtres de la chlordécone, comme je l'ai dit. Les fortes mobilisations à Fort-de-France et la grève générale du 12 février, lancée par l'intersyndicale, donnent un fort écho à la lutte agricole. La campagne se connecte au puissant défilé de la capitale. On n'avait pas vu depuis longtemps de tels rassemblements et on constate une véritable convergence de lutte. La fermentation sociale dans le pays facilite une préparation de la riposte depuis des mois. Sur ce nouveau secteur agricole, celui de la banane, apparaissent des concurrents au syndicat jusqu'alors majoritaire, la CGTM. En effet, sur un plan plus politique, les années 60-70 voient la création, officielle pour certains, plus ou moins clandestine pour d'autres, d'un grand nombre de groupuscules, le plus souvent composés de jeunes militants, peu nombreux mais très actifs, revenus en Martinique à l'issue de leurs études. Il s'agissait de militants d'obédience trotskiste, dont certains éléments étaient d'anciens membres du Parti communiste martiniquais, et d'autres totalement acquis aux idées maoïstes, admiratifs des succès apparents de la révolution chinoise et utilisant un langage ultra-révolutionnaire. C'était pour la plupart des groupes inconnus ou peu connus du grand public. Groupe Révolution Socialiste, GRS, Groupe d'Action Prolétarien, GAP, Groupe Septembre 1870, Rassemblement de Saint-Joseph, les Baronneurs, les 4 derniers, regroupés fin janvier 1974 en une union patriotique de solidarité avec les ouvriers agricoles, UPSOA. Il n'était pas rare de retrouver les mêmes individus dans des groupes différents, sans doute pour donner l'illusion du nombre. Ces groupes s'installaient à la gauche des partis de gauche, qui étaient le PCM et le PPM, qu'ils dénonçaient comme étant trop timorés, d'où leur dénomination d'extrême gauche. La tendance à la surenchère entre ces groupes était manifeste. C'est à celui qui se montrera le plus extrémiste, c'est-à-dire le plus révolutionnaire, du moins en parole. L'absence de cohérence et d'unité qui en a résulté explique sans doute grandement le drame de Chalvet. Car en 1974, les forces nouvelles que je viens de citer entendaient greffer sous le mouvement social de février une revendication nationale ou nationaliste, c'est-à-dire indépendantiste, même si le mot n'était pas toujours utilisé, plus ou moins clairement affiché dans les luttes, mais existant en filigrane dans les orientations stratégiques des différents groupes d'intervention. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour conduire au drame de Chalvet, d'autant plus que le Nord-Atlantique était et est toujours le terrain de prédilection de la grande exploitation agricole de bananes, des de Meillac, des de Lucie, etc. Que s'est-il passé
les 14, 15 et 16 février 1974. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain édito. Disons déjà que presque 20 ans après Chalvet, ce fut la mobilisation des planteurs de bananes et de leurs ouvriers agricoles le 23 novembre 1992. L'épisode de Chalvet était alors refermé. Merci.